Salut, c'est Toyako, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de JJK. Quand j'ai fait ma première review que j'ai sortie il y a une dizaine de jours à peu près, je me suis quand même rendu compte que j'avais quelques lacunes, qu'il me manquait des infos, etc. Et ben JJK c'est normal, il y a plein de détails, donc je me suis dit je vais recommencer le manga depuis le début, je vais faire arc par arc une bonne lecture, je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur sur tout ce qui est... sur toute l'histoire en fait, et aussi faire des liens avec ce qui se passe actuellement. Donc c'est ce que je vais commencer par faire aujourd'hui avec la vidéo sur le tome 0 de JJK. Donc comment je vais décomposer la vidéo? D'abord je vais faire une bonne partie où je décris ce qui se passe dans l'histoire parce que, bon, même si ça a peut-être pas de valeur ajoutée pour certains d'entre vous, moi c'est quelque chose qui me plaît, c'est de raconter une histoire, raconter ce qui se passe avec mes mots, avec mon ressenti. Donc je vais mettre des timecodes dans tous les cas, donc si ça te plaît pas, tu peux aller juste à la partie d'après. Donc voilà, bon résumé, avec certains détails en fonction de ce qui m'intéresse que je vais faire remonter. Et puis derrière, je vais un peu voilà, analyser ce que j'ai vu, faire des remarques, parler d'anecdotes de l'auteur, de dessins, de plein de choses, on verra. Et ensuite, il y aura une partie spoil, donc voilà, tout sera bien codé. Et la partie spoil où je vais faire des liens avec les derniers chapitres qui se passent. Donc voilà, là tu peux regarder les deux premières parties sans problème si t'es à jour dans l'animé. Par contre, la troisième partie, il faudra bien être à jour sur les scans. Et pourquoi j'ai décidé de commencer par le tome 0 de JJK alors que c'est discutable? Pour beaucoup de personnes, le début de JJK c'est le tome 1, je suis complètement d'accord. Mais voilà, dans l'histoire, enfin dans sa publication, c'est d'abord ces 4 chapitres qui sont sortis. Avant, c'était pas sous le nom de tome 0 de JK, hein, c'était l'école d'exorcisme de Tokyo. C'est devenu un préquel de JK, mais à la base, voilà, c'était un peu comme un one-shot. Je pense que c'est intéressant de voir comment l'histoire peut être découverte en commençant par ce tome 0. Donc si jamais tu as commencé par le tome 0, n'hésite pas à me dire comment tu as vécu la suite de JK. Parce que du coup, moi, j'ai commencé par le tome 1. À l'époque, il n'y avait pas d'animé encore, c'était pas sorti en France. Je lisais les scans parce que j'avais une pote qui me harcelait pour découvrir JJK. Je pense que c'était la seule fan en France, hein. Et donc j'avais commencé et elle m'arrêtait pas de me dire de lire l'école d'exorcisme et tout ça. Et moi je me suis dit, bon allez, c'est un petit truc à part, je laisse tomber, je lis pas. J'étais à fond dans les scans. Et là j'arrive donc à l'arc Shibuya, c'était les derniers chapitres qui étaient sortis, c'était le début de l'arc Shibuya. Et en fait, elle me dit, bah alors t'as lu le tome 0? Je dis, bah non. Donc je suis allée lire et ouais, c'est vrai que c'est tellement important, il faut vraiment pas zapper. Je sais qu'il y a des gens des fois qui ont tendance à oublier parce que ça fait pas partie de la continuité des épisodes ou des chapitres, mais c'est très important pour la compréhension de l'histoire. Donc bref, j'ai fini de raconter ma life. Maintenant, on va pouvoir débuter la JJ Canalise. Ouais, j'ai trouvé un nom stylé. Donc ce tome nous parle de Yuta qui doit apparemment être exécuté, mais le professeur d'exorcisme Gojo, c'est pas du tout un objectif pour lui, donc il va le chercher et il le ramène dans son école pour essayer de lui apprendre ce que c'est l'exorcisme, etc. Parce que c'est un jeune garçon qui n'y connaît rien, mais pourtant il fait partie des exorcistes de classe S, les seuls 4 qui existent et les exorcistes les plus puissants. Il est maudit par un fléau qui s'appelle Rika et qui est de classe S également. Rika est un fléau qui est né de la mort de la copine de Yuta, de quand ils étaient petits. C'était deux enfants qui s'étaient fait la promesse de se marier plus tard et à sa mort, elle a été obligée de tenir cette promesse et donc un fléau est né en fait de ça et maintenant elle le suit partout. Elle blesse les gens qui en veulent à Yuta parce que voilà, Yuta c'est un garçon qui est chétide, qui se laisse faire, qui passe pour la victime. Donc il y a beaucoup de gens qui s'en prennent à eux, sauf que Rika est toujours là pour le défendre. Mais Yuta culpabilise parce que forcément elle fait du mal aux gens. Là, il arrive à l'école, il va découvrir Maki, Inumaki et Panda, qui au début sont pas super à l'aise avec lui parce que du coup, il a un fléau giga fort avec lui. Et puis il a cette attitude lente, faiblarde et qui plaît pas du tout à Maki en l'occurrence, qui va être la première à l'accompagner en mission. Et dans cette mission, ça va être vraiment important pour Yuta parce que du coup, c'est là qu'il va prendre le contrôle un peu plus. C'est là qu'il va se rendre compte de choses. Maki va être
dans l'incapacité de continuer le combat et Yuta va donc demander de l'aide à Rika. Chose qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie, donc hop, il met la bague qui est le symbole de leur union et il va pouvoir maintenant combattre avec Rika. À la fin du combat, grâce à toutes ces rencontres, il se rend compte qu'il a 2 objectifs dans la vie. C'est de se faire des potes, voilà, pour donner un sens à sa vie en fait. Et deuxièmement, il se dit que, au final, c'est peut-être lui qui a maudit Rika et pas l'inverse. Et il pense il se doit de la libérer. De retour à l'école, Gojo a de plus en plus de pression sur le fait qu'il faut exécuter Yuta parce qu'il est très très dangereux. Mais lui, il les déteste ces gens-là et pour lui, il faut qu'il le protège, faut qu'il l'aide à progresser et à contrôler Yuta. Donc il met la deuxième pour cet entraînement et il dit à Yuta, il lui donne un sabre, il dit voilà, maintenant il faut que tu apprennes à mieux la contrôler, il faut que tu arrives à transférer l'énergie, le fléau dans le sabre. Et il commence à s'entraîner avec Maki qui est giga forte au corps à corps. Bon, après il va se rendre compte que Maki est quelqu'un qui ne veut pas être regroupé avec son nom de famille, voilà, elle s'appelle Maki Zenin, mais elle veut pas qu'on l'appelle Zenin. Elle n'a pas d'énergie occulte. Voilà, on nous donne des petits indices mais on n'en dit pas plus. Pareil, Inumaki, on apprend que c'est un incantateur qui aurait maudit des gens par le passé mais on n'a pas plus d'infos. Panda c'est encore pire, on a zéro info sur lui. Et Gojo, derrière, il envoie Inumaki et Yuta en mission. Inumaki étant le plus fort de la bande, le plus aguerri, c'est lui qui doit affronter plein de petits fléaux. Donc c'est pas un niveau qu'il est pas capable de gérer, hein, mais c'est qu'il y a beaucoup de monstres quand même. Et donc là, on va voir un peu le pouvoir d'Inumaki, effectivement, qui est très puissant. Tout ce qu'il dit, tous les ordres qu'il donne sont exécutés par sa cible. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'il parle que avec un langage de boulettes de riz, là, pour éviter de faire du mal à ses proches. Et donc, Yuta le voit combattre, sauf qu'à un moment donné, il y a un monstre beaucoup plus puissant qui arrive, et Yuta, il est obligé de prendre parti au combat pour aider Inumaki. Une fois qu'ils l'ont vaincu, on apprend que dans l'ombre, en fait, c'est un homme qui a envoyé ce fléau pour combattre les 2 jeunes. Il est obsédé par Rika, le fléau de Yuta, et il veut le contrôler. On voit que c'est un exorciste, donc de classe S, un des 4 qui existent, sauf que lui, il est banni par le monde il est banni par le monde des exorcistes, parce qu'il a tué plein de gens avec son pouvoir. C'est Geto. La haine de Geto envers les humains est vraiment palpable. Il les compare à des singes, des macaques. Tout ce qu'il fait avec eux, c'est soit leur prendre leur fric, soit leur prendre leur fléau. Vu qu'il peut les contrôler, ça devient ses armes. Voilà, c'est ce qu'on découvre du personnage. Et ensuite, on voit que Gojo, il a capté qu'il y avait Geto qui s'était mêlé à la mission d'Inumaki. Donc on voit que Gojo connaît Geto, bon forcément hein, c'est 4 des plus grands exorcistes, ça a du sens. Et on voit que là, Yuta, il a totalement sa place parmi les classes S parce que c'est le seul des étudiants qui arrive à sentir l'arrivée de Geto, même s'il n'arrive pas à décrire ce que c'est, il sent quelque chose, les autres ils ont rien capté. Et juste après, il y a Geto qui débarque dans l'école, qui débarque avec eux. Et là, il déballe son plan qui est d'annihiler tous les êtres humains qui ne sont pas dotés d'énergie occulte. Et donc voilà, choc général, Gojo qui arrive, et Geto commence à faire quelque chose qu'on attendait depuis le début de l'histoire, c'est qu'il présente les 3 élèves. Chose que Gojo n'avait même pas fait. Donc on apprend qu'en fait, Maki Zenin, est reniée de son clan en fait, parce qu'elle n'a pas d'énergie occulte. Et on apprend qu'Inumaki est un incantateur d'une lignée très célèbre, très ancienne. Et on apprend que Panda est un être très particulier. Donc ça c'est intéressant parce que du coup on voit que Geto c'est quelqu'un qui connaît l'école, c'est quelqu'un qui s'est renseigné sur les gens en tout cas. Donc c'est pas n'importe qui arrive devant eux. Là il explique qu'il va balancer 2000 fléaux et il se casse. Son objectif dans l'ombre est en fait de tuer Yuta pour pouvoir récupérer Rika. À l'école, ils parlent de se défendre contre Geto, bien sûr, et ils disent qu'ils doivent appeler les anciens élèves, les 3 grands clans, l'alliance Ainu, des choses comme ça. Et puis, Gojo est en dehors de l'école avec Inumaki et Panda. Maki est restée à l'école et elle se fait attaquer par Geto. Yuta n'a pas encore vu et Gojo se fait approcher par Ichiji, l'adjoint de l'école, qui avait fait un background check sur Rika et Yuta. Et là, Gojo, tout de suite, il réagit et il envoie Inumaki et Panda à l'école pour les épauler. Sauf que les 2 autres, avec Maki, ils se font ratatiner par Geto.
Et surtout Maki. Maki, elle a pris très très cher comparé aux autres. C'est compréhensible avec le point de vue de Geto qui déteste vraiment les non-exorcistes. Et petit point à noter quand même, c'est que on voit qu'Inumaki dit sauve-toi à Yuta et la case est à moitié noire, à moitié blanche, comme s'il essayait de lui donner l'ordre. Mais Yuta, eh ben, il se sauve pas. Est-ce que c'est parce que Inumaki était trop faible et que du coup il n'y avait pas vraiment l'énergie dans ce sort qu'il a essayé de lui lancer, ou est-ce que c'est parce que Yuta il est trop balèze et foudrage à ce moment-là. Quand Yuta voit ça, il pète un plomb et il invoque Rika, il commence à confronter Geto, il arrive à copier le sort d'Inumaki, c'est stylé, Geto il est encore plus en kiff, il veut absolument choper Rika, et à un moment donné il sort le grand jeu, il invoque un classe S, et il n'a pas le choix que de faire un sacrifice ultime. Yuta offre sa vie, son corps, tout à Rika en échange de la victoire dans ce combat. Et là, on n'a pas le détail du combat. On a juste une explosion et c'est terminé. La scène d'après, on a juste un Geto en lambeaux qui marche dans une ruelle et qui tombe sur Gojo. Geto et lui, ça se voit qu'ils se connaissent bien. Ils parlent comme au bon vieux temps et Geto, il remarque que le fait qu'il ait envoyé Inumaki et Panda, c'était pas anodin. Et il lui dit, mais en fait, t'as fait ça, c'était pour booster Yuta. Et Gojo lui dit, j'avais confiance en toi, je savais que tu n'allais pas les tuer parce que ce sont des exorcistes purs. Et puis Geto lui rend la carte de Yuta. Et Gojo s'approche, lui dit quelque chose qu'on ne voit pas. Puis Geto sourit et lui dit, j'aurais préféré que tu me maudisses. Et puis Gojo le tue. La scène finale, on a Yuta qui commence à dire au revoir à tout le monde parce qu'il explique qu'il s'est sacrifié. Il a sacrifié son corps pour Rika, il doit la rejoindre. Mais Gojo arrive et lui dit en fait, t'avais raison, c'est bien toi qui l'as maudit, t'es un descendant de Michizane Suga, je sais plus. Rika, on n'a rien trouvé sur elle, donc voilà. Et Rika est bel et bien libérée. Et puis Gojo, il lui donne sa carte étudiant et Yuta lui demande comment il l'a récupéré. Et là, il lui dit c'est mon meilleur ami, le seul et l'unique qu'il avait retrouvé. Et après, il y a une scène un peu amerdou où Yuta part, il a toujours la bague, son symbole avec Rika, et c'est la fin de l'histoire. Ok, donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce tome 0 que j'apprécie énormément? Donc, c'est un tome qui à la base n'était pas fait pour faire une suite. Je trouve qu'il est très bien fait parce qu'on nous introduit un univers avec des pouvoirs, mais sans rentrer trop dans les détails pour pas nous perturber, pour pas nous embrouiller, et on sait que l'auteur, il sait faire ça. Donc il y avait juste ce qu'il fallait pour kiffer un peu l'ambiance, l'enjeu, etc. On a un protagoniste qui évolue au fil de l'histoire. Au début, c'est un petit faiblard, puis petit à petit, il prend confiance en lui, il commence à se battre pour les autres, etc. Et en plus, il a réussi à valider ses deux objectifs. Voilà, il a libéré Rika et il s'est fait des potes. Donc maintenant, il a une raison de vivre, il a une raison d'avoir le sourire aux lèvres. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les personnages secondaires, on va dire secondaires, Maki, Geto, Gojo, Inumaki, Panda, on nous les présente assez pour quand même s'attacher à eux et apprécier l'histoire avec eux. Bon, j'avoue, Panda, pas grand chose, hein, mais il y avait un peu le côté humour avec lui. Gojo, c'est plus subtil, je trouve. C'est plus dans les sentiments qu'il va avoir, la haine qu'il a par rapport au chef qui demande des choses insensées, qui est de tuer un jeune adolescent sans prendre la peine en plus d'essayer de le rencontrer. Hein. Le sacrifice qu'il doit faire par rapport à son meilleur ami. Il y a des gens qui se sont posé la question forcément qu'est-ce que Gojo avait dit à Geto, et l'auteur a dit que les mots qu'il a prononcés à Geto c'est quelque chose qui a été dit dans l'histoire. Donc forcément ça laisse qu'une possibilité, c'est ce qu'il a dit à Yuta juste après. Mon meilleur ami, le seul et l'unique. C'est sûrement cette déclaration qu'il a dû lui dire à la fin qui est juste horrible parce qu'il dit ça juste avant de le tuer. Il n'a pas le choix de le tuer, il aimerait ne pas le faire, mais Geto a trop foutu la merde, il est trop parti en cacahuète. Donc on voit que Gojo c'est quelqu'un qui doit faire des choix terribles. D'ailleurs, il y a aussi un point que je trouve intéressant dans cette scène entre Geto et Gojo, c'est que Gojo dit, en parlant de Geto qui est donc l'ennemi, le méchant de l'histoire, j'avais confiance en toi, je savais que tu n'allais pas les tuer. Donc il montre qu'il a quand même un côté humain, un côté bon. Et Gojo, dans cette même scène, on apprend qu'il était prêt à donner en pâture 2 élèves
pour pouvoir lever le niveau d'un autre. C'est ça qui est bien, c'est que tout le monde n'est pas blanc ou noir en fait dans l'histoire de JJK. Autre chose que j'aime bien dans ce tome, c'est cette romance qui est quand même insolite, hein, on va dire, entre un fléau et un humain, qui remonte à quand ils étaient enfants, en véritable humain. J'aime beaucoup cette loyauté qu'ils ont l'un vers l'autre. Et comment ça se termine, ça paraît assez triste. Ça, j'ai bien aimé. Et en parlant de Rika, justement, dans le tome 0, on a un moment entre deux chapitres, une petite page qui parle de Rika, qui nous parle de son passé. Et on nous explique que sa mère est morte dans des circonstances troubles. Et après, on nous explique aussi que son père était parti à la montagne avec elle et qu'il a subitement disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et c'est hyper chelou. Bon, juste derrière, il y a Gojo qui dit qu'il a mené une enquête sur Rika mais qu'il a rien trouvé. Mais pourquoi l'auteur nous aurait donné des informations aussi bizarres? Est-ce que c'est quelque chose qui était là juste pour nous faire douter pendant le tome? Ou est-ce que c'est juste que c'est un troll de fou, cet auteur? On sait que c'est un troll. Donc c'est juste pour nous donner des pistes mais qui servent à rien. Ou est-ce qu'en fait il y a vraiment encore un truc par rapport à Rika? Je sais pas, mais moi ça m'intrigue un peu. Et ce que j'ai envie quand même de dire sur ce tome, c'est que je trouve qu'il était vraiment bien dans le sens où il a laissé plein de graines, plein de petites graines pour la suite. On nous développe un petit peu les personnages, mais sans trop nous en dire. Donc ça suffit pour apprécier l'histoire, mais ça laisse plein d'opportunités, plein de pistes à suivre s'il y a une suite. On s'est attaché à des personnages, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Maki, apparemment, il y a des choses à explorer. Panda, qui relevait un peu de l'humour du début. On a vu qu'au final, il a des capacités physiques vraiment surprenantes. Gojo a l'air super fort, on n'a pas vu grand-chose. Voilà, il y a plein de trucs qui montrent que cet univers a encore beaucoup à offrir. Et c'est carrément pour ça, en fait, que l'auteur a eu cette chance de pouvoir faire un manga hebdomadaire sur cet univers parce que il a montré qu'il avait plein d'idées encore à exploiter. Voilà, alors si tu n'as pas lu le manga, si tu n'es pas à jour dans les chapitres, je t'invite à aller à la conclusion de la vidéo et maintenant je vais parler spoil. Alors niveau spoil, j'ai 2-3 petits trucs à remonter. Déjà, j'ai beaucoup envie de parler de Maki parce que dans ce tome, je trouve que elle est pas mal mise en avant quand même. Et on a une phrase à un moment donné, donc voilà, on apprend qu'il y a tout le truc avec les Zénines, et à un moment Yuta lui dit «Quand tu iras te venger de ton clan, je viendrai t'aider». Et elle lui dit «Non, c'est quelque chose que je dois faire seule». Et je crois pas qu'elle ait dit qu'elle voulait se venger, en fait, donc bon, c'était une interprétation de Yuta qui était correcte, hein. Et je crois pas non plus qu'au début de JJK elle en parle, alors peut-être que j'ai oublié, hein, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que l'auteur, apparemment, il avait très envie de mettre dans son histoire. Il avait imaginé cette vengeance. Donc, quand il dit qu'il met des petites histoires, enfin, qu'il fait au fur et à mesure, qu'il prévoit pas trop à l'avance, moi, je crois pas trop, parce qu'il y a plein d'éléments dans JK qui montrent que c'est pas le cas, hein. Déjà, rien que Sukuna Megumi ou Kenjaku Yuji, voilà. Donc, je pense que c'est un mytho, hein. Et sur ce point-là, j'ai bien kiffé au final parce que cette remarque, elle fait carrément référence au massacre qu'elle a fait dans son clan. Le gros point quand même aussi qui est choquant en relisant ce tome 0, c'est l'évolution de Yuta. Même si, bon, j'en ai parlé juste avant, on voit déjà une évolution pendant ce tome. Au début, il est très faible, très peureux. Au final, il prend confiance en lui, il combat, il est très fort. Mais physiquement, maintenant, il a encore changé. On voit qu'il a beaucoup plus de responsabilités sur les épaules, qu'il a vécu plein de choses. Mais il a toujours gardé ce cœur plein de bonté, de gentillesse envers ses proches. Mais maintenant, voilà, on découvre un Yuta de plus en plus concerné, qui doit prendre des décisions importantes, qui doit se sacrifier pour le groupe. C'est ce qu'il est en train de faire en plus. Donc voilà, une énorme évolution de Yuta. En parlant d'évolution, on a aussi un point important, bon c'est un peu plus superficiel, mais je trouve que c'est important de le noter, c'est sur le dessin de Akutami. Il y a clairement une évolution. Alors dans ce tome 0, il a pas trop montré de combat, de technique, etc. Là où on sait qu'il excelle bien, hein, dans le dessin. Là, il y en a pas trop. Mais ça se voit déjà rien que dans les chara-design, ils ont évolué, ce qui est totalement logique, hein. Le premier chapitre, il datait de 2018, je crois.
Donc là, on est 6 ans plus tard, c'est normal. En plus, avec l'animé, il avait aussi amélioré la qualité de son dessin. Par exemple, je sais que le visage de Todo, il a vachement changé après la sortie de l'animé. Donc, ouais, voilà. Évolution notable, je pense que je vais mettre, si c'est comparable, une planche de Yuta Geto et Yuta Kenjaku. Je vais essayer de montrer ça. Je pense que là, on peut voir, on peut comparer quelque chose d'intéressant. Bon après, il y a des petits trucs qu'on a revus récemment. Bon, la bague de Yuta, le délire de l'ancêtre Michizoku qui a été rementionné il y a pas longtemps. Et pour terminer, il y a un point quand même que je trouve important dans ce tome que j'avais pas remarqué avant, mais c'est quand il mentionne le fait que pour se défendre contre Geto, ils vont faire appel aux anciens élèves, aux grandes familles et à l'alliance Ainu. Alors, les anciens élèves, c'est quelque chose qu'on a vu plus tard avec Nanami, avec Ikari, tout ça. Les 3 clans, on les connaît, Zeni, Kamo, Gojo. Mais l'Alliance Ainu, je crois pas que ce soit montré dans l'histoire maintenant. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'il avait juste mis comme ça et que finalement il a pas vu l'utilité maintenant, ou est-ce qu'il a oublié? Ou est-ce qu'en fait il réserve quelque chose avec ce truc? Ainu, je sais que c'est un clan, grâce à Golden Kamuy, je sais que c'est un clan qui a vraiment existé, qui était au nord du Japon et qui s'est vachement mixé avec des Russes. Parce que voilà, eux ils avaient pas de problème à se mélanger avec des étrangers. Justement, ils voyaient les bons côtés, les gènes forts, les musculatures impressionnantes des Russes, etc. Ils s'est dit c'est bon pour notre clan en fait. Donc, je me dis, est-ce qu'il nous réserve tout un tas de Golgoth qui va pouvoir aider le groupe à affronter des ennemis prochains? Je ne sais pas pourquoi il serait pas intervenu plus tôt. Peut-être que je divague, hein, j'en sais rien, mais ça c'est un truc, je dis ah ouais d'accord. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas capté? Je sais pas. Ouais, je fais une analyse, mais je pose plein de questions. Peut-être que t'as une idée. C'est terminé pour cette première vidéo JJK Analyse. Je sais pas ce que t'en as pensé. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du tome en général. Ce que tu penses de toutes les conneries que j'ai pu raconter. Non, non, en vrai, j'ai dit des trucs intéressants quand même, je pense. Donc voilà, je te laisse me mettre un pouce, mettre un commentaire et t'abonner si c'est pas déjà fait parce que je vais pas m'arrêter là, je vais continuer cette lecture de JJK parce que c'est un manga qui me plaît énormément et il y a plein de choses à dire, ça me fera une bonne piqûre de rappel, je pense, sur certains points. J'ai pas très hâte d'arriver au moment où je vais devoir expliquer les techniques. Peut-être que je passerai ce genre de truc, je sais pas, parce que à moins que je pose des formules mathématiques sur certains cas, j'ai peur de pas trop capter là. Bref, je te laisse te faire ton retour et je te dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, que sais-je, et je te dis ciao.